Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 26, c'est ça? Yes. Oui, le 26 août 2017. Pourquoi j'hésite sur mes dates, moi? T'as trop été longtemps à hésiter que c'est rendu un... Ouais, ça fait partie de la présentation. Voilà. Samedi le 26 août, donc. Mon nom est Éric Lajoie. Comment ça? Hein? Comment ça, ton nom est Éric Lajoie? Parce que... Ah non, arrête. Ça fait longtemps que cette joke-là est plus drôle. Donc, mon nom est Éric Lajoie et non seulement je suis mal à l'aise avec les calendriers sur une base régulière, mais je suis aussi accompagné de 2 autres personnes pour animer ce show-là. Vous les avez entendus se moquer de ma gueule live sur les ondes FM. Tout d'abord, en face de moi, Conan Arsenault. Salut. Salut mon homme. Et à la mise en onde, le non moins extraordinaire Mikey G. Je suis tellement extraordinaire. Je me peux plus, je porte des lunettes de soleil la nuit dans une chambre, pas d'électricité parce que je suis trop brillant. Nice. Bon. T'économises sur l'hydro. C'est bon, ça. C'est bon. Alors, économisons sur nos commentaires futiles et passons aux nouvelles, ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités. Selon nous, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine? Ben, beaucoup de choses, Mikey. Il y a Trump qui a regardé l'éclipse en face. L'éclipse. De toute beauté. C'est sûr que nous, ça a eu moins d'impact au Québec parce qu'on n'en voyait que la moitié. J'ai quand même eu la chance, grâce à mon emploi, d'avoir un gars à job qui avait monté un télescope dehors pour on a pu regarder à notre pause l'éclipse avec des lunettes et le télescope. Donc, c'est vraiment comme la moitié. La moitié, peut-être le tiers... proche, la moitié qui était couvert. C'est une éclipse partielle. Partielle ici. Et je dirais que ça n'a pas modifié beaucoup l'éclairage, étant donné que le soleil est vraiment puissant. Non, j'étais vraiment sûr que ça allait être un peu plus sombre, non, vraiment. Mais non, c'est juste que ça donnait l'impression que c'était éclairé par des ampoules pendant un certain... Pendant quelques minutes, on dirait que c'est éclairé par des lumières artificielles au lieu du soleil, mais avec la même clarté. Ouais, c'était couvert un peu, on dirait. C'est ça. Ouais. On n'a pas vu grand-chose. Ici, c'était pas particulièrement impressionnant, mais il y a eu tellement des belles séquences qui sont sorties de ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a même une controverse qui est sortie d'une des images qui est sortie de l'éclipse. Il y a un photographe qui a mis une photo sur Reddit qui était un avion qui passait dans la trajectoire en plein milieu de l'éclipse. Oui. Et là, Avec plus, une chemtrail, puis ça faisait un beau dessin. Ouais, donc c'est ça, ça faisait vraiment là, ça faisait quasiment comme une épée. Splendide photographie, ouais. Et là, ça a été il a avoué que c'était un montage. Exactement, c'était une double exposition. Donc c'était 2 images collées une par-dessus l'autre. Évidemment. Et 89. Wow! alors, Donc, on n'est pas à l'abri de la tromperie, mais c'était une belle image. Ça a été hot que ce soit vrai. Ouais, c'est ça. C'est de l'opportunisme de graphisme. Mais bon. Tout ça pour dire que y a un certain artiste, je me rappelle plus de son nom, je pense que c'est un musicien là, qui a regardé l'éclipse en se disant qu'il n'y avait pas de danger dans le fond, puis c'était juste un mythe, puis qui s'est brûlé les yeux. C'est DJ Badass. Ouais. Joey Badass. C'est ça, Joey Badass. Badass ASS avec des signes de piastres. Là, maintenant, ça va être Joey Badass parce qu'il s'est brûlé rétine. Il a cancellé des shows après ça. Mais est-ce que c'était dû vraiment à ça? On sait pas. Hey, parle-moi d'un beau chaudron. Oh my God. Ou notre fameux Trump qu'on a vu regarder le soleil sans ses lunettes aussi, pendant que les autres avaient toutes des lunettes à côté dans la photo. Ça fait juste renforcer ce qu'on pense de notre sympathique jambon américain. Et pour ce qui est du reste, l'éclipse, malgré que peu spectaculaire ici, ce n'est que partie remise. Oui, il va en avoir une bien, c'est en 2024. C'est ça. Pour la longitude de l'hémisphère nord dans lequel on se situe. Donc là, c'était dans le sud des États-Unis principalement que l'éclipse était à son maximum de potentiel. Et à ce moment-ci, nous autres, ça va être en 2024. Donc on va être encore là pour en parler. Peut-être que le show, on va pouvoir en parler pendant le show. S'il n'y a pas eu la Troisième Guerre mondiale d'ici ce temps-là, on devrait être encore là. Ah, on est là pour protéger. Je pense que c'est à Burlington le plus proche là qu'on va pouvoir le voir ici. Oui. Là, parce que même à Montréal, ça va être une éclipse quand même
elle sera pas complètement complète à Montréal. Ouais. Mais pas très loin de Montréal, on descend les Reste lignes, qu'il on va est faire rendu. sombre. Ah oui, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte Oui. de... Parce que, évidemment, les gars, la fin du monde n'est pas arrivée comme on l'avait bien prévu. Bien entendu. Donc, malheureusement, j'ai pas vu de nouvelles théories qui sont sorties là pour expliquer pourquoi c'est pas arrivé. Ouais, c'est ça. Parce que Probablement c'est- parce que c'était pas vrai. Donc, Mais apparemment que cette semaine, Tintin Oui. est parti sur une aventure parce qu'il savait qu'il allait s'en sortir, parce qu'il y avait elle allait avoir un éclipse. Ouais. Hein? Attends un peu. Est-ce Ouais. que tu me dis que Tintin, dans On a marché sur la Lune, est parti cette semaine? Non, en non, 2017? laisse faire, on a marché sur la Lune. Ok, pourquoi t'as dit Tintin, Tintin? dans une de ses aventures, s'est sorti de la marde à cause qu'il y avait un éclipse. Ah. C'est ça. oh, Tu sais, c'est dans C'est laquelle pas avec, déjà? le monde dans la jungle, là? C'est pas dans le temps du soleil? Ouais. Oui, Ouais, oui. Ben, c'est ça ferait du Ouais. sens, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que je pense. Hein. Ben, ok. Puis pendant qu'on parle d'espace, les gars, tu sais, il y a toujours notre cher Élan Musquet qui non Oui, seulement oui. a creusé des trous dans notre terre et il veut aussi s'en aller de la terre. Tu sais, il veut creuser des trous, mais il veut aussi s'en aller. Donc avec SpaceX, ils ont révélé l'habit des astronautes dans la navette Dragon. C'est tellement badass déjà. On est tellement dans des univers de science-fiction juste avec les vocabulaires utilisés. Je trouve ça Le magnifique. costume est un mélange de Star Trek puis de Daft Punk. Mais il C'est la seule ressemble- façon que j'allais te décrire Mais avec il y a le vraiment casque. quelque chose de 2000 ans au-dessus de l'espace aussi. Oui, puis il y a quelque chose de moderne à propos de ça. Ouais, Parce que ouais. les anciens habits de cosmonautes, à cause de l'équipement qui était nécessaire dans l'époque, ça avait l'air d'un déguisement d'Halloween et des sacs de poubelle blancs. OK, pour être honnête, c'était pas badass, c'était juste genre, s'il y a pas ça, il explose. Ouais, Tu sais, c'est mais ça. là, on s'entend que, OK. Non, là, ça ressemble à un truc de film de science-fiction. Exactement, la fiction disparaît du mot science-fiction tranquillement pas vite, là. C'est parce que c'est plus, c'est ça, comme tu disais, c'est plus une poubelle qui sert à survivre, c'est rendu stylisé, il y a un design, Il y a un design puis il y a une façon aussi de laisser l'astronaute le plus libre de ses mouvements possibles afin d'être capable d'effectuer des opérations plus complexes. Ben oui. Parce que pour ce qui est des astronautes qui ont travaillé à l'extérieur de la station orbitale puis la navette à l'époque, le suit lui-même les empêchait de travailler adéquatement. Souvent, il y avait quand à t'es contourner. pas capable de plier les bras. Tu sais. Pas tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y avait il y avait des façons de contourner cet obstacle-là, mais ça ne peut qu'avoir des bienfaits de pouvoir avoir un saut qui non seulement est plus beau à regarder puis plus stylisé, mais également lui permet de bouger normalement. Mais advenant le cas que ce suit-là soit particulièrement potable, je veux dire, qui marche vraiment bien, qui soit vraiment efficace, est-ce que Elon Musk pense vendre ce suit-là à des organisations comme la NASA, mettons? Je sais pas s'ils vont le faire. J'imagine qu'il va y avoir un prêt de technologie parce qu'Elon Musk, c'est pas sa première fois qu'il laisse il laisse librement les plans de ses avancées technologiques il est prêt à partager ses technologies sans problème. C'est pas quelque chose qui s'enfarge là-dedans. Là. C'est pas un patent troll comme on avait déjà parlé dans le passé. Bien au contraire. Donc j'imagine que c'est en faisant les tests qu'ils vont faire, ça va peut-être faire partie de nouvelle ère de costume spatial, dans le fond. On avait déjà vu un indice de ça quand on avait vu le saut de Felix Baumgartner avec Red Bull. Ouais, mais... C'est qu'on voyait que le saut était déjà un peu plus moderne. Mais même à ça ressemblait encore au truc des astronautes, tu sais. Par contre, lui, il fallait qu'il jump à l'air libre de l'orbite. C'est ça. Ça prenait un saut un peu plus... Ben, c'était différent, on va dire qu'au moins, la tâche qu'il avait à accomplir justifiait peut-être le fait que le saut ne lookait pas. Là, parce que ce qu'il faisait le lookait comparablement. Tant que ça marche, si c'est pas beau, c'est pas grave. J'y repense, ça a été un beau moment pareil. On l'écoutait live. On suivait ça live parce qu'il était en train de monter dans l'atmosphère quand on faisait le show live. Oh oui, Puis en revenant chez nous, je l'écoutais, puis 7 minutes plus tard que j'arrive chez moi, il sautait. C'était un beau moment. Je parlais de la NASA tantôt. D'ici 2020, il y a une mission Rover en 2020 qui ils veulent mettre à bord des micro-organismes pour aller sur Mars. Ces micro-organismes-là vont être soit des algues, là, des bactéries. Ça va servir à oxygéner Mars. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent commencer à oxygéner Mars à partir de cette mission-là. Nice. OK, donc de faire... j'imagine que pour l'instant, ça va être pour faire la preuve du concept. C'est ce qui est important à faire de toute façon. Là. Mais là, le but de terramorphiser... mais terramorphoser... on dit ça comment en français? Parce que en anglais, c'est terramorphing, mais en français... Je pense que tu l'as bien dit. Terramorphoser. Okay. Une métamorphose, c'est voilà. C'est ça. Terramorphoser Mars, donc rendre Mars habitable en y injectant un oxygène. Là. OK, on l'a déjà vu dans Total Recall il y a 20 ans. Mais peu importe.
tout ça pour dire que non, c'est intéressant de voir que ces plans-là ne sont pas que des lubies de hauteur de science-fiction, mais bel et bien des plans réels, des instances politiques et gouvernementales qui veulent explorer l'espace de façon plus adéquate. Tu dis que c'est une preuve de concept. C'est sûr, à un certain niveau, oui, c'est une preuve de concept, mais à un autre niveau, je suis certain qu'ils ont déjà essayé de nourrir les micro-organismes qu'ils veulent envoyer avec du sol martien, qui ont récupéré déjà. Là, Ah ouais, j'imagine. Bon. J'ai hâte de voir ça. Il va juste voir comment... ouais. C'est le fun! Oui, hey, on est... Moi, ce que je pense que tout ça, c'est juste un cover-up parce qu'il y a déjà des bases sur Mars, là. Il y a déjà de l'oxygène. Il y a déjà, la plupart des channels YouTube sont en fait des stations sur Mars, là. Là, quand on va voir cette information-là, on va juste dire, tu sais. Oui, tout à fait. Tout ça est un pathétique cover-up. On se rend compte que c'est pas vrai, que ça a été filmé dans le désert du Nevada, puis que, encore une fois, tu sais, évidemment que la Terre est plate, puis que... J'en reviens pas que ce mouvement-là, il y a une résurgence. C'est fou en plus là, c'est récemment avec l'éclipse, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mis à justement ouais bon, c'est bien là les images de la NASA qui sont fabriquées. Oh my god. Ouais, parce qu'est-ce que ça leur qui... prend? Je sais pas. Qu'est-ce que ça leur prend? Parce que ceux qui croient que la Terre est plate, comment ils expliquent une éclipse? Tu serais surpris, Colette? Non, sérieusement. Sérieusement, il y a les, comment t'appelles ça, les flatters? Ouais, c'est ça, exact, les flatters. Bon, les terras, en tout cas, ils ont dit... Les terres plateux. Les terres plateux, ouais. Les terres platistes, donc, ils ont dit que... Platistes! On garde ça à partir de maintenant. On dit que l'éclipse, c'était justement une preuve que la Terre était plate, et ils ont fait une grosse explication comme de quoi que la Terre est plate, il y a une éclipse et voici comment ça prouve notre lubie incommensurablement arriérée scientifiquement. Wow. Ouais, nice. On a un parti pris ici au Geek Contre-Attaque. On prône la logique. Ouais, c'est plate ça. C'est terrible. Et parler de conspiration, je pense que tout le début de l'émission n'était qu'un prétexte pour plugger la première tonne de la semaine. Oh my god! Ah ouais? Hein? Tu penses ça? Moi, je pense que tout ta setup, regarde, on va l'entendre jouer là. Ça fait... Je suis sûr que ça... La chanson de la semaine! Je le savais! Je le savais! Visionnaire. Prophète. Je sais, ça n'a pas de sens. Donc, chanson de la semaine numéro 1, et c'est un prélude à un petit entretien qu'on va avoir dans les prochaines minutes après la pause musicale. Je vous dis 2 indices. 9 septembre, Grand Théâtre. Allez chercher ça pendant la pièce. Oui. Pendant la 2e pièce, vous allez avoir à faire quelque chose en direct là, pour une surprise. Bon, vas-y, Eric. C'est ça. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière, j'avais fait jouer un extrait de l'album Mirror Image, qui est le nouvel album de compilation de Overclock Remix, qui est donc la trame sonore de Legend of Zelda Link to the Past, repris par différents réarrangeurs. Et je vous avais dit que la trame sonore était solide d'un bout à l'autre, était légendaire. La preuve, je l'ai réécouté encore depuis. Et j'ai sorti un autre tune. 2 raisons. D'un, l'intervention qu'on va avoir après la chanson, mais aussi parce que c'est une référence à notre thème de retour de la pause, c'est-à-dire le titre thème de Link to the Past, expandu en une chanson complète de 3 minutes. Donc, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, voyons, j'avais pris des notes puis je les ai même pas ouvertes pendant que je parlais. Once Upon an Adventure Time. Ouais, c'est ça, Once Upon an Adventure de Rob KTA. Donc, c'est la 2e pièce de l'album et c'est le thème du retour de la pause des geeks aussi, mais exploité de façon magistrale encore une fois. Quel album extraordinaire. Donc, on écoute ça sur les ondes des Geeks Contre-Attaque.
geek contre... Ah non, OK. Je me suis trompé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on vient d'entendre Rob TKA avec Once Upon an Adventure. C'est la deuxième pièce de l'album Mirror Image, qui est une reprise de toute la trame sonore intégrale de Link to the Past, le troisième Zelda. C'est disponible, bien sûr, tout à fait gratuitement sur overclockremix.org, et non seulement en MP3, mais aussi en fichier .ogg, donc en FLAC. Donc, vous pouvez l'avoir en fichier de non-compression totale. Donc, la meilleure qualité sonore que vous pouvez vous imaginer. Ça prend beaucoup d'espace, mais pour les audiophiles, c'est un must. Donc, Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Oh yeah. alors, Chronique en vrac, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Hey, les gars, tu cette semaine? sais, les robots, là, moi, je parle tant des robots, comment j'aime les robots, que je m'apprête déjà à mettre... t'agenouiller devant... Ben Denis, j'avais plié le genou devant les robots. Et donc, ils ont battu un nouveau record. Oh. Encore une fois, les robots qui vont... Mais là, ils ont pas battu un record humain, ils ont battu un record de robots. Et donc... mais là... Attendez-vous pas grand-chose, c'est le record de robots que sûrement que dans le futur, les robots, quand ils vont voir ça, on va faire comme ouf, on avait honte. Et c'est le plus de robots en même temps qui ont dansé ensemble. Non. Ouais. Donc, il y a eu un rassemblement de 1069 robots. Des petits robots, là, peut-être d'un pied de haut, c'est quand même des robots complexes avec 17 parties amovibles et tout ça qui peuvent bouger et qui ont dansé en même temps. C'est ça, c'est le record. Ils ont battu de 62. Parce que l'avant, c'était 1007 robots. Quand les robots vont avoir l'intelligence artificielle consciente, dans leur livre d'histoire, cette date-là va être connue comme le premier grand affront. Ben, ça va être... ils vont montrer ça à des bébés robots, tu sais, pour les endoctriner contre les humains. Donc, regardez ce que les humains nous font faire. C'est ça, c'est triste. Non, mais... Et puis ça date pas d'hier, les robots qui dansent, là. Eh non. Vous vous souvenez-tu des années 80-90? Il y avait eu une série de différentes canettes de boissons Pepsi. gazeuses qui dansaient avec un beat, Avec avec des lunettes fumées. Il était cool. Ouais. Il y avait des fleurs, la même affaire. Oui, Ouais. exactement. Quand tu faisais de la musique puis ils dansaient avec le beat. C'est pas jeune, hein? Non. C'est pas jeune. Ou Teddy Ruxpin. Le petit ourson de la série télé, qu'il parlait, puis il y avait des répliques préenregistrées, puis il bougeait sa face, puis c'était creepy au bout. Et il me semble que j'ai entendu une affaire d'histoire de légende urbaine de Teddy Ruxpin qui disait des trucs vraiment creepy, qui était pas supposé, puis ça a passé aux nouvelles. Il me semble qu'il y avait un Teddy Ruxpin en particulier qui disait des trucs ultra creepy. Mon deep lore web, là, c'est comme ça. J'ai entendu une histoire de ça quelque part. Mais sinon, Teddy Ruxpin, moi, j'ai jamais aimé ce personnage-là à cause qu'il y avait un tablier. C'est pourquoi un ours a un espèce de tablier qui a un cœur? Mais là, s'il veut faire à manger. Ouais, mais pourquoi il veut faire à manger? Parce qu'il est anthropomorphique, il a une vie comme nous autres, il y a des amis, puis il C'est-tu mange. bon la série? Je m'en souviens pas. Écoute, j'étais trop vieux pour apprécier à sa juste Il me valeur. semble Hein. qu'on était vieux, hein, pour ça. Ben, tu sais, moi, j'étais passé 10 ans, là, quand ça Ouais, jouait. c'est ça, fait que- c'était pour les bébés, ça, là. Ben, pour ouais, les c'est ça, c'est pour enfants. les jeunes. C'est plus que pour les Kalinours, là. Kalinours, c'était déjà, tu sais, un peu... Ouais, mais c'était Ou c'était-tu la même chose, mais comme juste plus tard? c'était similaire. C'était similaire. Un peu comme, voyons, Gabi. C'est Ah de oui, Gabi? ben oui. On l'a toute, la toune dans la tête. On l'a toute. L'ami des tout petits? Ben oui, tourne le bouton tourant et je chanterai des chansons. Mais c'était Ah ouais, pas- c'est ça. Mais c'est un animé japonais, me semble. Ça se peut-tu? C'était Oui, pas genre... traduit en Ok, français, ok, mais c'est... Ok. C'est dans le même ton. Mais ouais, oh my god. Tu m'as mis la toune direct en Je tête. sais. Hey. Et pourquoi qu'on l'a tout écouté? Parce que, Ça passait. c'est venu, tu pourquoi? Ou non, Ça passait- passait le samedi matin. Non, pas juste ça. C'est que dans les premières années de super écran, dans le temps qu'il débrouillait tout bout de champ puis que tout le monde se le grillait, ok, ça jouait dans les émissions, dans les cases horaires d'émissions pour enfants. Il y avait quelques émissions pour enfants que super écran ont poussé beaucoup. Et étant donné qu'on était plugué là-dessus à côté dans le temps, parce que c'était notre première version de la TV par câble, où c'est qu'on avait une programmation plus centrée sur les films, ces séries, tout le monde a gobé ça comme un... Fait que oui, ça jouait là. Voilà, c'est mon petit fait inutile que je me rappelle parce que je suis vieux. Donc, On en a de plus en plus, les affaires comme ça, quand on ouais. vieillit. T'as-tu d'autres évidences de même, Non, Conan? j'ai trouvé mais Teddy Ruxpin, finalement, ce que je me souviens de Teddy Ruxpin, c'est juste des petits enfants qui ont peur d'une poupée Teddy Ruxpin qui parle, c'est tout. Il y a pas de, je me suis fait le Mandela Effect m'est arrivé, Ah, ok, sur d'un faux le Teddy souvenir. Ruxpin, ouais, exactement. Non, mais c'est une réalité parallèle, là.
Tu t'en souviens pas, le Mandela Effect, c'est la réalité parallèle, mais la vraie explication psychologique des faux souvenirs. Tout le monde se rappelle de quelque chose qui, dans le fond, est jamais arrivé. Mais qui est arrivé dans une réalité parallèle. Parce qu'il y a tellement quelqu'un qui a parlé de ça à un moment donné, faire une niaiserie, puis tout le monde a cru à ce que le gars racontait au lieu de... En se rappelant vaguement ce que c'était vraiment. On en a déjà parlé, mais Oui. C'est tellement le fascinant. film Shazam, Ouais, c'est ça, le Ouais. film. Ou Capitaine Crunch, les céréales. c'est Capitaine Crouche. Non, mais c'est pas Capitaine, c'est Captain. Il y a pas Ouais, de ouais. PTN, Non, c'est c'est juste ça. CAPN. Bon. Bon. Hey, Ou c'est les des- Berenstein Bears qu'on avait parlé, je Ouais, pense. les Berenstein, les Mais, Berenstein. mais ça, là, c'est... Attends un peu, il faut que je parle de quoi, là, parce que c'est... C'est important? Ben oui, c'est important, c'est comme... L'émission, là, c'est passe par là, pas passe partout, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Bourrure d'Otari qu'on a. Non, mais j'essaie de... D'après moi, là, c'est les gens qui sont à l'origine de ces petits changements-là font juste essayer, ils se pratiquent, ils essayent des affaires pour, Ils tu sais... veulent remodeler l'histoire. Ouais, c'est ça, ils essayent, tu sais. Puis à un moment donné, ben, ils vont faire de quoi de bien big. Puis, C'est un retcon de la réalité. Wow. On est rendu là. C'est... Ah oui. ouais. Bon, sinon, pour de ça, on passera pas notre vie Non, c'est ça. à s'en Hey, faire mais avec ça. Sais-tu qu'est-ce que tu pourrais pas passer ta vie à faire aussi, mon Mikey? Tu pourrais, si t'étais allergique aux peanuts, tu sais, une allergie quand même assez prenante pour les gens qui sont allergiques aux arachides quand même. Là, Il y a ça peut des, être des une- conséquences assez funestes. Ça peut être une réaction anaphylactique assez sévère. Eh bien, il y a un docteur en Australie qui a trouvé une nouvelle manière qui s'appelle l'immunothérapie probiotique, PPOIT. C'est un peu le même concept que vacciner quelque chose. Donc, mettre ton système en contact avec cette affaire-là. Ok, ouais. Mais ça fait en sorte que une fois que les enfants, 82% des enfants qui ont passé à travers cette thérapie-là ont battu leur allergie aux arachides, mais comme... Mais ils sont rendus autistes parce que c'est comme un vaccin, c'est ça? C'est exactement ça! C'est exactement Shit! ça. Oh my God! Ah! Yes! Ça y est. Oh, Je rappelle qu'ici, au Geek Contre-Attaque, Ouais. on prône la logique. Et la science. Je continue à le dire. Oui. Oui, tout à fait. Donc, voilà, pour les personnes qui souffrent d'allergies graves aux arachides, allez faire votre PPOIT et vous serez guéris. Une fois que ce sera comme répandu de façon plus oui. globale, ce sera quelque chose d'intéressant. Parce que, dans le fond, ma curiosité personnelle me demande, est-ce que ça peut être applicable à d'autres sortes d'allergies? Parce que de se débarrasser des allergies, pour la plupart des gens, ce serait extraordinaire. Je veux dire, moi, je suis atteint de ça, principalement beaucoup de les gens. poils d'animaux, puis certaines sortes de médicaments. Et Imagines-tu? puis le pollen. L'été, ouais? j'ai besoin d'une certaine dose de réactine pour faire Pour fonctionner, pour respirer normalement. parce que mon travail m'impose de parler aux gens. Donc, avec des allergies, quand il y a beaucoup de pollen. puis que- Comme ça, c'est pas super le fun. non, c'est ça. Quand je suis le réceptacle du boucaquet prétanier, comme j'aime dire. Googlez pollen, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc, non, ben c'est littéralement ça. Là. Ben, Je veux pas faire. non, J'essaie de. Oh oui, c'est ça pareil. Oh, oui. Je m'attendais juste pas à entendre ça tantôt. Non, c'est ça. Mais j'ai pas rien dit de. Non, hein? non, c'est safe. C'est un mot d'un autre langue. Il faut le traduire. Bon, avant. ben, pendant que vous cherchez ce mot-là Oui. sur Google pour voir ce que ça veut dire, moi, Ouais. j'ai un appel à faire, les gars. Yes. Fait que, on va aller en pause. Yes, on va aller en pause. Puis tout de suite après la pause, on parle à quelqu'un. Ben oui. Ouais, on parle à quelqu'un. 89.1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Au lieu de faire que ton cœur n'est possible.
nous sommes là. On a besoin d'un petit délai parce qu'il y a des problèmes techniques. Des choses qui arrivent. Ouais, en tout cas, c'était beaucoup moins long que une certaine autre émission qui est arrivée dans le passé, dans laquelle il y a eu des problèmes techniques un petit peu plus longs. Et Colin, oui. Ouais, puis j'aurais pas aimé ça être à la place du gars. Sans plus attendre, pourquoi on vous a fait attendre? Ouais, pourquoi donc? Parce que... L'équipe du contre-attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine. Alors, je sais, Eric, à quel point t'aimes... Je sais à quel point t'aimes la musique de jeux vidéo. Oui. Le 9 septembre, au Grand Théâtre, se présentera sur scène Zelda Symphony of the Goddesses. Oh. Et pour nous en parler, on a Dominique Perron en ligne. Bonjour, Monsieur Perron. Bonjour, messieurs. Yes, salut Dominique. Donc, est-ce que tu peux baisser le volume un peu de ton écouteur du volume de whatever? On entend un petit peu d'écho. Je vais te baisser ça, en même temps que tu entends bien ma voix. Là. Oui. Yes. Je suis en événement présentement. Là, j'essaie de me retirer le plus lourd. Parfait. Donc, Symphony of the Goddess, si je me souviens pas, c'est pas votre premier run. Non, c'est la 4e, effectivement. Moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, je suis producteur de tout ce qui est on stage, c'est-à-dire l'orchestre symphonique au complet. On est près de 70 musiciens, le chœur de 24 choristes. Alors, autant à Montréal qu'à Québec, je m'occupe de cet aspect-là, puisque, cette tournée-là, en fait, travaille avec des orchestres locaux dans chacune des villes où il se déplace. Okay. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Donc, vous avez commencé ça il y a, tu me dis, 4e édition, donc 4 ans. Oui. J'imagine que depuis ces 4 ans-là, il y a eu de l'évolution dans le contenu musical de ce que vous présentez. Je me rappelle pas, dans le fond, sur quoi vous focussiez, sur quelle époque de Zelda vous focussiez dans les premières versions, mais j'imagine que vous avez pu inclure quelques pièces de nouvelles, étant donné Breath of the Wild. Il y a toujours eu les classiques de Zelda. On les connaît tous un peu, beaucoup, dépendant si on est joueur ou non. Mm-hmm. Mais je peux vous dire qu'il y a il va y avoir beaucoup de joueurs parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle à chaque fois. C'est toujours rempli. À peu près sans aucune publicité, ou en fait de la publicité virale, là, essentiellement. Et oui, il y a toujours les classiques. Cette année, comme vous devez sans doute savoir, ils ont ajouté un arrangement du fameux Breath of the Wild. Ouais, pour le Nintendo Switch. Le jeu est un petit peu populaire, je pense, au début de l'année. Hein. On en parlait un peu. Très populaire, oui. Semble-t-il qu'il y a eu de grosses ventes là-dessus. Ouais, hein? Alors, le producteur Jason Michael Paul tenait à intégrer cette nouvelle musique-là dans le show. Il y aura bien sûr tous les classiques comme dans les autres années. Aussi, il y aura un nouveau mouvement également de Skyward Sword, qui n'était pas là dans les autres éditions. Les éditions passées. Okay. Et une ouverture aussi nouvelle. En fait, c'est de la musique complètement... En fait, c'est la même musique, mais elle est orchestrée et écrite pour l'événement. Alors, c'est un peu... ça me fait penser, moi, au cinéma muet de certaines époques où il y avait un orchestre en dessous d'un écran. Mais là, il y a un orchestre en dessous de séquences de jeux vidéo, de grands classiques. Ça fait quelque chose d'extrêmement vivant, évidemment. Oui. Mais, on a été choyés par le fait que Koji Kondo, le compositeur de la trame sonore des premiers Zelda, de quelques Zelda, en fait, je pense qu'il l'a fait pendant très longtemps. Et il a été très prolifique dans les années 80-90, parce que non seulement il nous a fourni Zelda, bien sûr, mais Mario aussi, là. Pas l'oublier, là, le gars, il y a quelques hymnes mémorables à son arc. Donc, ça vous donne une splendide étendue de matériel sur lequel vous pouvez travailler. Et sa façon de... Oui. C'est un matériel spectaculaire. C'est un matériel qui était dans son ensemble musicalement spectaculaire, avec un orchestre de près de 70 musiciens. Là. Oui, puis créativement, musicalement, je me rappelle, le thème principal de Zelda a été utilisé de façon récurrente dans toutes les versions du jeu, mais toujours avec quelque chose de plus ou une approche différente. Exact. Ce qui fait en sorte que pour monter un concert, j'imagine que pour vous, c'est parfait parce que ça vous permet de peut-être encore mieux pouvoir transitionner puis faire un tout avec le matériel que vous avez sous la main, là, parce que veut pas, tout se ressemble, même si tout va dans différentes directions. Là. Mais il faut savoir, c'est de la musique très bien écrite, et c'est de la musique relativement, je dirais, entre guillemets, savante, au sens où je peux vous dire que les musiciens travaillent très fort pour jouer ce paquet de notes-là. C'est des partitions très chargées, c'est ce que je veux dire, en fait. Partitions très chargées. Par exemple, il y a 2 harpes, on voit à peu près jamais ça en symphonique. On voit des fois, mais pas souvent. Tu sais, 2 harpes à la gauche et à la droite du chef, pour donner une idée. Il y a
la partition est très épaisse. Là. Il y a beaucoup de musique et les musiciens doivent se préparer passablement à l'avance pour arriver là sans aucune difficulté. Là. Oui, et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rappelle pour les geeks un peu plus férus que la trame sonore originale du premier Zelda était composée d'une limitation extraordinaire, c'est-à-dire 3 tracks simultanés seulement pour les harmonies. Parce qu'il y en avait une qui utilisait la percussion sur le Nintendo. Donc, il restait 3 tracks pratiquement pour juste faire toutes les notes puis toutes les orchestrations. Donc, c'est dans ces limites-là d'avoir composé ça, puis d'avoir bâti là-dessus par la suite pour nous amener à partir de là des arrangements orchestrales extraordinaires, c'est pas rien. On est loin des 3 tracks, effectivement, mais on s'entend que le matériel de base demeure quand même, en fait, est complètement directement inspiré de tout ça. Hein. Puis, oui. Les orchestrations, c'est devenu de plus en plus... nous, on travaille de plus en plus à ce niveau-là. Moi, je suis un peu une référence dans le domaine symphonique, là, et je fais toutes sortes de show pop avec du symphonique. Oh, excusez-moi, ça se met à bouger. Il n'y a pas de problème. Et puis les films aussi. Hein, il y a une tendance sur les films, les grands classiques. Par exemple, Le Parrain, avec la trame sonore jouée par un orchestre symphonique de la même façon. Effectivement. C'est fou ça. Monsieur Perron, alors voilà. Monsieur Perron, j'aimerais savoir si vous connaissez un peu l'étendue là, de la musique de jeux vidéo en général. Je ne suis pas un joueur du tout, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas un joueur, je suis davantage un spécialiste, en fait un consultant spécialiste d'une référence dans le domaine symphonique pour monter un spectacle en appui symphonique, je le fais régulièrement, que ce soit pour aller chercher des gens qui vont l'écrire et les musiciens pour le jouer et l'ensemble de la technique pour le reproduire. Mais en tant que gamer, pour davantage parler à mon fils, il est pas mal. C'est pas de ma génération, tout à fait, je vous dirais. Mais je sais très bien Zelda de comprendre. Évidemment, là, j'ai eu l'occasion de voir le show plusieurs fois. Oui. Alors, je peux vous dire que les gens ne sortent pas de là déçus. Ça arrive tout déguisé si je me fie à mes expériences passées. Oui. C'est assez C'est très spectaculaire. rigolo. Oui. C'est très rigolo. Ça fonctionne très, très bien. Monsieur Perron, merci beaucoup parce que en plus de nous avoir éclairé de vos lumières de compositeur, vous nous donnez l'occasion de faire des tirages. Ben oui. Ah. Oui. Okay. On va faire tirer, vous étiez pas au courant, mais on va faire tirer 2 paires de billets pour aller voir le spectacle Zelda Symphony of the Goddesses. Donc, on va en faire tirer une paire cette semaine et l'autre plus près de la date butoir qui est le 9 septembre. Ça se passe au Grand Théâtre. Oui. Donc, la semaine prochaine, on va faire tirer. C'est généreux, c'est le fun. Je suis perdu. Vous allez faire des heureux, je suis persuadé. Ah ouais, vous aussi. Je vous confirme que vous aussi. Donc, merci beaucoup, Monsieur Perron, pour l'entrevue. C'était super apprécié. Ça m'a fait un grand plaisir. Yes, donc, un grand plaisir. Yes, donc 9 septembre à la Place des Arts, Symphony of the Goddess. Pour les fans de Zelda, c'est un incontournable. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la tournée encore, j'ai pas eu l'occasion de voir cette tournée-là. J'avais vu moi celle de Distant World de Final Fantasy, mais j'ai des amis proches qui l'ont vu et m'ont dit que pour avoir vu les deux, c'est au même calibre, au même niveau. Puis si ça s'est comparable à l'expérience, je vous dis, c'est un incontournable. De sentir un orchestre qui vous tape dans le chest au lieu d'un instrument amplifié, on est à un autre niveau. C'est un feeling extraordinaire pour n'importe quel triple de musique, mais en plus n'importe quel triple de jeu vidéo, bien sûr. C'est parce que c'est pas amplifié avec des amplis, là, c'est vraiment c'est un concert unplugged, mais qui varge comme si c'était la fin du monde. C'est relativement amplifié pareil, mais c'est pas tu sens les instruments jouer devant toi. Là. C'est un autre feeling complètement. Quelqu'un atteint de surdité pourrait apprécier quand même vraiment le spectacle parce que juste la sensation tu dis que ça fait dans le chest. C'est que dans une salle faite pour, t'entends pas la musique, tu reçois pas la musique. T'es dans la musique. Ouais. T'es dedans. Tu fais partie du son. La salle résonne en partie à cause que t'es dedans. Ce son-là fait partie de ce que... tu fais partie du son. C'est un autre feeling complètement. Et le Grand Théâtre, c'est, je crois, c'est dans le top 3 là, des meilleures salles à Québec. Là. Oh, donc, tout à fait. Puis, moi, j'avais été chanceux. J'avais vu Distant World à la Place des Arts à Montréal. Ooh. Tu peux t'imaginer le feeling, là? J'étais 5e rangée. J'étais plus proche que Nobuo Uematsu lui-même, qui avait une place à 6e rangée, à peu près à 10 mètres de moi. Je capotais. J'ai dit, j'étais assis plus proche que lui. Bon, il l'a peut-être déjà vu. Ouais, peut-être. Si vous avez un numéro à retenir pour les prochaines minutes, là, je vous le dis tout de suite, là, 88 640
1586. Oui. Donc, La chanson de la semaine 2! effectivement. Donc, Wow! wow. OK, 640-88-640-1586 parce qu'on s'en va écouter une pièce et ça nous donne l'occasion de prendre des appels. Pourquoi on veut que vous nous appeliez? Pour gagner une paire de billets pour le 9 septembre au Grand Théâtre. Allez voir Zelda Symphony of the Goddesses, tout à fait gratis. La seule chose qu'on demande. La seule chose qu'on demande. Il y a une petite question pas piège, pas en tout. OK? Parce qu'on n'a pas parlé pas en tout dans la dernière demi-heure. Ok, mais ouais. je veux quand même que ça soit un fan de la série moindrement qui connaisse ça, là. Fait que tout ce que je veux savoir, là, c'est qu'on va poser la question. Qui est le personnage, le protagoniste, le personnage principal de la série Zelda? Hey. Il s'appelle comment? Wow, là, les questions pièges. Ah ben, c'est ça. C'est pas compliqué. Mais si quelqu'un connaît pas ça, je veux pas un gagnant de concours qui sait pas de quoi qu'il gagne. Oui, c'est Ok? c'est normal. Donc, qui est le personnage principal de la série Zelda? Qu'est-ce qu'on écoute pendant que les gens vont appeler au 88-640-1586? Je sais pas qu'est-ce qu'on va écouter pendant que le monde appelle au 88-640-1590. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un band dont j'ai parlé il y a quelques semaines. J'avais fait jouer un extrait d'un groupe de Rhode Island qui s'appelle Lame Genie, au lieu de Game Genie. Et j'ai interagi avec eux sur leur chaîne YouTube récemment. On s'était échangé des compliments parce que j'avais analysé une partie de le remix, puis j'avais trouvé ça trippant et tout. Et j'ai été chercher sur Bandcamp l'entièreté de leur discographie. Nice. Ils ont repris différentes chansons de différents jeux dans différents concepts. C'est-à-dire qu'on fait 2 albums qui s'appellent Speedruns qui prennent juste des petits thèmes de 7-8 secondes. Mais il y en a à peu près 40 sur chaque album. Tu sais. Et dans le dernier album qui est sorti en 2017, donc Retro Pander, donc pandering to retro, mais en même temps c'est un panda avec une manette de NES. Le cover, c'est très drôle. Donc il y a eu quelques tunes qui étaient extraordinaires. Il y avait un medley de Star Tropic que je vous ai fait jouer il y a quelques semaines. J'ai adoré le remix de Mega Man 3 qu'ils ont fait récemment. Il est extraordinaire, mais il dure 6 minutes. Je pouvais le faire jouer ici. C'est un peu long. J'y étais avec un jeu qu'on couvre pas souvent, mais qu'on n'a pas encore couvert musicalement, tout le moins, qui a été comme le jeu de l'année 2016. On va dire ça comme ça. Le phénomène de gaming en 2016. Je l'ai nommé Pokémon Go. Oh. Qui est presque retombé dans l'obscurité. J'avais oublié. Il y a encore du monde qui joue par contre. Il y a encore une bonne quantité de joueurs. Mais reste que bon. On va y aller avec le thème, le Walking Theme de Pokémon Go, repris par nos amis de Lame Genie. Et on écoute ça au Geek, hein? Et oubliez pas d'appeler 88-640-1586 c'est vrai, pour vous mériter une paire de billets pour aller voir Zelda Symphony of the Goddesses au Grand Théâtre le 9 septembre. Appelez et dites-nous qui est le protagoniste principal des jeux de Legend of Zelda. Yes! Donc on écoute ça au Geek contre Attack!
version musclée du thème de Pokémon Go, donc le Walking Theme. Ça, c'est les amis de Lame Genie. Donc, vous pouvez aller sur leur chaîne YouTube. Tapez Lame Genie, vous allez les trouver. Ils ont fait des vidéoclips de eux qui jouent sur leur tune, puis tout ça. Je les adore, ils sont super cool. Puis les drummers sont trois. Un drummer, un guitariste et un bassman. Et les trois ont une belle façon, surtout dans leur medley, de faire les transitions entre chaque thème. Honnêtement, bonne production, bonne performance, solide. Donc, on parle de quoi, là? Ben, on parle de... Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique Télé! Le thème de Game of Thrones qui nous rappelle que c'est la finale de la saison 7 demain. Je suis tellement en retard sur cette série-là, je suis genre à la saison 4, fait que ça me dérange pas de me faire spoiler des trucs. Ah non, j'en parlerai pas. Juste pour dire que c'est... Il y a des gens qui ont des raisons légitimes de se plaindre de certaines choses dans cette 7e saison. Mais comme sachant que c'est l'avant-dernière, qui sont en train de tout placer pour avoir une conclusion la saison prochaine, c'est parfait, là. La plupart des arcs d'histoire se bouclent finalement, des personnages se rencontrent enfin, des dialogues qu'on pensait jamais qu'elle avoir lieu ont lieu, donc on est en train de tout voir la conclusion se faire devant nos yeux tranquillement pas vite, et les affaires escaladent de façon plus rapidement, ce qui était temps qui arrive. Fait que tu sais, j'ai pas de plainte majeure, j'adore la 16e saison pour l'instant, puis je suis craqué pour celle de dimanche. Donc... Hey, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur Netflix, les boys? Qu'est-ce qui s'est passé sur Netflix? Bon, mis à part Defender qu'on a parlé oui, c'est la semaine dernière. Ça, c'est la grosse sortie. Puis c'est ça. Puis le consensus général est encore, ça serait meilleur sans Iron Fist. Il est moins pire, mais ce serait comme de dire qu'une pizza ramassée dans une poubelle, une fois que tu as soufflé dessus, est moins pire. C'est quand même de la pizza d'une poubelle. Ouais. c'est pas parce que c'est mieux que c'est bon. Donc voilà. Non, c'est clair. Moi, j'ai écouté une série que je m'attendais à rien, juste à voir de quoi ça avait de l'air, et c'était pas très bon finalement. Mais c'était pas si pire que ça, mais c'était pas très bon. Mais je peux pas vraiment la recommander, mais je vais en parler pareil. C'est la série Disjointed. Donc on suit Kathy Bates, qui Misery. Mais ouais, exactement, que cette actrice-là ne pourra jamais se sortir de ce rôle-là parce que elle colle trop. Ouais, mais elle a tellement eu, là, ça n'a pas de sens. Magistral. Un des meilleurs adaptations de son livre qui s'est jamais fait. Pas mal. Donc, on suit cette madame-là qui a une place qui vend de la marijuana pour les gens qui en ont besoin. Et les rires en canne, premièrement, moi je trouve que ça devrait plus exister. Là. Ça existe, sérieusement, c'est ça j'allais dire, ça existe encore. Ça devrait plus exister, les rires en canne. Et aussi, par la même occasion, la série Big Bang Theory ne devrait pas exister non plus. C'est sûr. Parce que c'est le même créateur, donc on Chuck Lorre? Ouais, c'est Chuck Lorre. Donc on a vraiment les mêmes sensibilités. Donc c'est vraiment pas particulièrement intelligent, mais c'est parce qu'en plus on sent vraiment que ça veut faire plaisir, tu sais, aux stoners en faisant des jokes pas très drôle, assez évidente. Dans le même style que Big Bang Theory essaye de faire... c'est le principe que je dis tout le temps. Sous le prétexte de faire hommage à, il ridiculise le... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est ça. Là. Ils ridiculisent le sujet qu'ils essayent de rendre hommage à parce qu'ils le font de façon maladroite, parce qu'ils sont un petit peu en dehors de ce sujet-là, puis ils connaissent pas tout à fait de quoi ils parlent. Fait que probablement qu'ils ont des scripteurs qui, eux, connaissent le matériel, qui fournissent de l'information, mais qu'eux autres... Faudrait qu'ils fassent une série sur des réalisateurs. Ouais, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Si tu fais un film là-dessus, il gagne un Oscar automatique parce que Hollywood aime tellement se toucher lui-même. Puis, j'aime ça te parler de moi, puis me donner des trophées. Bon, voilà. Regarde mon bon vieux temps, comment j'ai incroyable. Ben oui, c'est pour ça que La La Land puis Birdman ont gagné. Là. Faites-toi pas d'illusions. Là. Mais Birdman, c'était assez malade quand même. C'est malade, mais ça parle de quoi? Ben, ça parle d'une première, là. Ça parle de behind the scenes, de théâtre. Ça parle des arts, plus que du cinéma. Ça parle pas de Hollywood. Plus un ex-acteur d'Hollywood qui veut se rendre légitimiser dans son art. On est pas loin pareil. Les artistes qui se touchent en ce moment. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas que j'ai quoi de contre, c'est juste que des fois c'est un peu... Je trouve ça un peu pathétique que ça devienne aussi maladroitement évident à remarquer. Un film devrait être bon sur ses mérites
seulement, et pas juste parce qu'il parle d'un sujet en particulier, selon moi. Peu importe. Ouais. Tout ça pour dire que, bon, donc tu ne suggérerais pas Non. cette série Disjointed, là? Non. Toi, par contre, Eric, t'as une série que tu recommandes. Oui! J'ai tombé dessus par accident, j'en avais entendu... J'ai lu quelqu'un qui avait regardé la série. C'est disponible sur Netflix Canada. Ça s'appelle Norsemen. Donc, les hommes de la Norvège, on traduit très librement, là, les Norvégiens, mais plus spécifiquement les Vikings. Et là, sur le coup, tu regardes le cover, tu regardes la description, tu fais comme, OK, c'est une genre de série à la Viking, justement, là, qui est sortie récemment. Non. C'est un mélange de Viking et The Office. C'est-à-dire que c'est une comédie dans laquelle tu vois ce qui se passe dans la vie ordinaire des Vikings après un raid dans leur village, comment ils réagissent entre eux autres, et avec un humour complètement sombre, violent, pas gêné, pas censuré. C'est une série qui a été faite en Norvège, qui a été tournée en anglais. Ils ont tourné en norvégien, puis ont fait des takes en anglais. Littéralement, pour pas avoir à faire de dubbing. Qu'il n'y a pas de dubbing. Exactement. Et l'humour est complètement... Écoute, il y a une scène, OK? Le premier épisode, si vous l'écoutez, il y a une scène... C'est la scène dans laquelle c'est ma cape. Rappelez-vous de la scène que le gars dit à quelqu'un que c'est sa cape. OK. Et après ça, vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de cette scène-là. Là, tu comprends le genre d'humour où ils sont prêts à aller, puis c'est que... c'est dégueu, mais c'est le genre de truc qu'un viking ferait à quelqu'un, à un esclave, ou une joke qu'un viking trouverait drôle. Mais que n'importe quelle autre personne ferait comme, mon Dieu Seigneur, c'est horrible. Mais c'est... J'ai l'impression que ça va être brutal. Ah non, c'est juste parfait. Pour ceux qui aiment l'humour, pas de rire en canne, premièrement. Bon. Puis mais l'humour aussi très méta, là, sur le concept d'être un viking, même si, mettons, il y en a qui sont vraiment des vikings endurcis, pis t'en as d'autres qui sont peut-être pas prêts à faire ça tout le temps, mais que c'est leur job, ils le font pareil. Pis... Mais non, c'est très bon. Je recommande, j'ai 3 épisodes écoutés, j'ai accroché tout de suite. Puis là, je vais pas me taper le reste en fin de semaine, c'est vraiment drôle. Pour les fans de The Office, les fans de Vikings en général, c'est recommandé. Ben, et moi, je veux juste vous dire 2 noms, voir si vous allez faire le lien puis en parler de ce que je veux parler. Mystérieux. Philip K. Dick, Bryan Cranston. Hein? Vous êtes pas au courant? Quoi? Une série d'anthologie de l'œuvre de Philip K. Dick va bientôt être disponible et c'est réalisé entre autres par Bryan Cranston. Philip K. Dick's Electric Dreams. Electric Dreams. Electric Dreams. Oui, une nouvelle série de science-fiction. Disent que c'est à mi-chemin, c'est anthologique, évidemment. Oui. C'est à mi-chemin, par contre, entre Black Mirror et, fouillez-moi pourquoi, Battlestar Galactica. C'est le même qu'ils le vendent. Donc, ils vont probablement prendre certains sujets de ces nouvelles, qui étaient très courtes, puis s'en servir comme prémisse pour un épisode. C'est qu'ils seront peut-être pas reliés entre eux autres, mais c'est plus... Donc, il va falloir trouver c'est qui le robot secret. Ouais. Il y a Black Mirror qui s'en va aussi une 4e saison. Oui, 4e aussi. saison. On a vu le titre des épisodes. On a même vu des courts previews de chaque épisode. Ça a l'air, encore une fois, super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir. Oui, tout à fait. Encore une fois, pour les tripes de sci-fi, là, si vous l'avez pas vu encore, là, vous allez capoter. Parce que c'est un peu à la Rick and Morty, c'est-à-dire ils prennent une prémisse que tu fais comme, mon Dieu que c'est hot qu'ils pensaient à ça, et ils l'exploitent jusqu'au bout. Non. Ils passent pas à côté de la track, ils se gênent pas pour aller loin dans la prémisse, puis tu te mets à la place du protagoniste, puis oui, t'aurais pas aussi cette question-là aussi, puis oui, t'aurais été dans cet angle-là. C'est le fun. C'est parce qu'ils te placent une prémisse, puis ils te donnent la récompense de ce qu'on s'était devant toi. Là. Je pense que et tu récoltes. Je suis en train de passer à ça, là, puis je pense qu'un des précurseurs en termes de série télé du fait de prendre une prémisse puis l'exploiter jusqu'au bout, là, je pense tout de suite à Curb Your Enthusiasm. Oh my God. Si vous connaissez pas ça, chers auditeurs, allez voir ça parce que c'est Larry David, le co-scripteur de Seinfeld, juste pour dire ça. Et Larry David, qui est la vraie personne qui a inspiré le personnage de George. George est une copie que Larry David a faite de lui-même. Donc, voilà. Si vous aimez les malaises, c'est un des précurseurs aussi des malaises en télévision. Ça avait jamais comme été exploité au maximum. Pensez à n'importe quelle situation anodine qui pourrait vous arriver et mettez une pincée de malaise et laissez pourrir ça et grossir ça au maximum. Et voilà, vous avez Curb Your Enthusiasm. Et question de sci-fi, si on fait une belle comparaison,
comparaison aussi là, par rapport à Black Mirror et semblerait le ton que la nouvelle série veut prendre. Je comparais ça plus à Twilight Zone. Oui. Dans le sens des prémices qui s'en allaient. Puis c'est vieux Twilight Zone, mais toutes les itérations de cette série-là ont été extraordinaires, ont amené je veux dire, des épisodes d'anthologie, là, des épisodes cultes, qui eux-mêmes, des fois, un seul épisode a fait naissance à plusieurs versions de films par la suite. Parce que ça te donnait une récompense au setup de la prémisse. Et la série de science-fiction qui a pêché avec l'inverse, et là, je me ferai pas d'amis en disant ça, mais X-Files, j'ai trouvé malheureusement que c'était... Regardez la belle prémisse, mais on vous dira pas pourquoi. Non, mais c'était constamment ça. Ben, X-Files, Il était incapable de donner des récompenses à l'auditeur de ce qu'il écoutait. C'est le début du Mystery Box. C'est le début de la télé qui fait juste mettre en scène un mystère sans jamais... Si je veux pas voir la fin d'un film, je vais l'arrêter avec 45 minutes, puis je vais faire ça tout le temps. Sans X-Files, Lost aurait jamais existé. Exact. Ouais, toute cette série de là, ça découle de ça. Parce que... Si je l'écoute au complet, je veux le voir au complet. Mais non. Parlant de fin qui a fini un peu un coup de poisson puis qui explique pas tout à fait ce qu'on aurait voulu, on parlait d'un nouveau film qui est sorti sur Netflix aussi. Parce que là, on parle de séries télé, mais on va peut-être parler de films dans la dernière demi-heure. Au retour de la pause. Au retour de la pause. Bon, Netflix a sorti un film. On va se faire un petit hint. Ah oui, donc. Death Note. On parle de Death Note. C'est un petit hint. Après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et on est de retour pour le 3e tiers de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque. Et on parle de... Chronique Cinéma! Chronique cinéma et avec, comme je l'ai annoncé subtilement de la pause, on va commencer en parlant de Death Note, qui est sorti dans le fond cette fin de semaine sur Netflix. Et version du réalisateur Adam Wingard, qui se trouve à être celui qui avait qui avait fait le film The Guest, dont vous nous avez parlé justement tous les deux récemment. Mais aussi, il a fait récemment quel film déjà, un gros film là. Voyons. Ça m'est sorti de l'idée comme un niaiseux. Parce que, bref, c'est lui qui va tourner Kong vs Godzilla. Ah ben... D'ailleurs, il va y avoir un gagnant définitif. Voilà, je sais. Il y en a un des deux qui va mourir, entre guillemets, ou qui va être complètement mis hors de commission pour 2 films, le temps qu'ils reviennent pour le 3e. Je sais pas trop comment ça va marcher, mais bon. J'ai aimé Kong Fury. Kong Fury. Oui, c'est vrai. J'ai Kong Skull Island, je voulais dire. Mais pas autant que Godzilla. Puis encore là, Godzilla, le nouveau. Godzilla 2015, en fond 2016. Ouais. Pas autant que Shin Godzilla. L'as-tu vu finalement? Oui. Je vous en parler pendant demi-heure. Bon, let's go. Mais là, on parlait pas de Death Note, là. Ben, c'est... Ok, bon, Adam Wingard. Non, il a rien fait, il est Blair Witch. Ah ouais, le nouveau Blair Witch, ouais, c'est ça. Je considère pas que c'est un gros film. Non, c'est ça. Puis il avait fait partie des anthologies VHS, puis A à Z, là, je me rappelle plus du nom. Les ABC de la mort. Les ABC de la mort. Donc, bref, Adam Wingard nous apporte donc Death Note, un projet qui avait été débuté par Warner Bros. Ils ont abandonné le projet et Wingard les fait acheter par Netflix. Production peut-être un peu moins prestigieuse à ce moment-là, mais... tout de même. Bon, quel produit on a sous la main? C'est basé sur l'anime, bien entendu, là, que beaucoup de fans d'anime ont vu dans les dernières années. Probablement des animés les plus populaires des années 2000. Ouais, je m'avance. C'est dans les gros noms. Je m'avance pas trop loin en disant que c'est probablement dans les top 3 des animes cultes des années 2000 en avançant. Là. C'est quelque chose que tous les fans m'ont parlé. Moi, je l'ai pas vu encore. Et j'ai essayé. J'avais essayé un épisode, j'ai fait comme puis j'avais pas OK, probablement j'aurais dû en écouter plus qu'un. La prémisse, c'est La prémisse est intéressante. Ouais. Très intéressante. Oui. C'est un jeune qui découvre un livre qui lui permet, en écrivant le nom d'une personne, de tuer cette personne-là. Il faut qu'il marque le nom de la personne en se remémorant son visage. Donc, c'est les 2 informations qu'on a besoin. Et il peut aussi choisir comment. Et, dans le fond, la loi de la causalité fait en sorte que des choses arrivent pour que cette mort-là soit exactement comme il l'a dit. Donc, pensez un peu destination ultime. Destination ultime, là, mais contrôlée par quelqu'un. Et ça tombe dans les mains d'un jeune. Et là, il a à se poser la question,
dès le départ, moralement, je fais quoi avec ça? Premièrement, je suis un meurtrier. Ben, c'est ça. Et le livre, le possesseur du livre est hanté par un démon de la mort qui s'appelle le Ryuk. Et lui, il tente d'influencer d'une façon ou d'une autre. Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Dans le film, il tente d'influencer, alors que dans l'animé, c'était clair qu'il était que spectateur. Et il était là pour être le protecteur du livre. Alors que dans la série, dans le film, il tente d'être plus influencé un peu ce qui se passe, mais c'est pas beaucoup... ils ont pas pris le temps de bâtir beaucoup cet angle-là, d'ailleurs. Parce que bon, c'est une série qui a duré plusieurs saisons, basée sur un manga qui a duré plusieurs livres, pour le dire de même. Donc, tout ça, condensé en un film de 98 minutes, générique inclus, ça donne ce que ça donne. Donc, moi et Conan, on l'a vu. J'ai pas vu la série, donc j'ai pas de référence. J'ai pas l'angle de la personne qui dit la série meilleure. Évidemment, la série est probablement meilleure. Cependant, le film en tant que tel, je pense pas qu'il est destiné à un public adulte. Non. Je pense pas me tromper en disant non, ça. c'est un public de l'âge des personnages. Là. Exactement, un public d'adolescents. Beaucoup de naïveté dans le script. Que j'ai remarqué, de gestes, de décisions par les protagonistes qui semblent un peu immatures la plupart du temps ou seulement motivés par des réactions émotives. Il y a beaucoup de scènes qui arrivent dans le film qui sont dues à des réactions du protagoniste au lieu de des actions du protagoniste. Au lieu de le voir être efficace avec l'outil qu'il a dans les mains, on le voit réagir à ce qui arrive comme par après, comme s'il était pas proactif avec ce qu'il a. Non, exact. Et à la fin du film, on se rend compte que là, il peut être proactif s'il veut, mais ça n'a pas été bâti aussi adéquatement que ça l'aurait dû. Non, mais les personnages sont un peu aussi, tu sais, c'est... En tout cas, c'est... si quelqu'un ne savait pas que c'est un animé, en écoutant ça, il peut dire, c'est-tu fait sur un animé, cette affaire-là? Puis oui, parce que ça a de l'air... Tu vois l'influence japonaise, clairement. Juste le fait qu'il y ait vraiment comme forcé le Japon dans cette histoire-là, c'est déjà comme... C'est comme... Il y a Hiro de Hero qui est là comme une seconde, puis j'ai comme... On va-tu le revoir? Non, on le revoit pas. Il est là, un plan comme... OK, on voit un plan à Tokyo, puis OK. Il y a le détective, le meilleur du monde, là, qui est creepy parce qu'il se met un masque d'en face puis ça se voit de manière non conventionnelle sur les chaises, mais il est tellement hot qu'il trouve tout, là, c'est comme... really? Parce que lui, il était un enfant détective formé par... C'est comme... tu sais... On va essayer de pas spoiler rien, mais tout ça pour dire que... Mais c'est même pas des spoils, ça sert à rien. Non, c'est ça. que... C'est que ça semble maladroit un peu. Ah oui. Est-ce que, tout simplement, on s'en viendrait pas juste too old for this shit? Un petit peu. Ben, peut-être. Je vous dirais en toute honnêteté, je sentais que j'étais pas pantoute visé par ce qui se passait à l'écran. Et je passais constamment mon temps à me dire... Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il n'a pas juste pensé avant? Mais en même temps, il y a des, je pense, entre autres à iBoy, qui n'étaient pas pour nous, mais que moi, j'ai trouvé ça le fun. Moi. Okay. J'ai trouvé ça divertissant. Ben, tant et aussi longtemps que même si les personnages sont immatures, tant que le script est mature, t'es correct. Mais le script semble avoir été écrit par du monde de cet âge-là aussi. Ouais, ben c'est un peu ça là, qui arrive. Et dans le fond, on s'entend que pour ce qui est de la direction du film, la cinématographie est bonne. C'est beau. Beaucoup de Dutch angle qu'on dit en anglais, dans le fond, des angles de caméra un peu de travers qui font comme genre créer un malaise que tu fais comme bon, il va arriver de quoi de weird. Quand tu connais un peu le principe, tu vois tout arriver d'avance quasiment. T'es pratiquement jamais surpris. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et l'utilisation de musique qui tente par moment d'aller chercher les années 80, mais pas tout le temps. Ouais, c'est inégal. C'est pas... Le ton est un peu... Il tire partout, on dirait. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça faisait avec le guest, parce que je sais que ça a l'air que l'ambiance rétro de guest est quand même cool, mais surtout vers la fin du film. Ouais, mais c'est ça. Et là, juste dans la dernière moitié, dans le dernier tiers du film, il y a un petit peu de ça aussi, tu sais, comme, ça fait des petits bouts de cool, là, comme avec la tune qui joue, puis il y a personne, mais c'est un peu hors de place, comparé au reste du film. Ce qui réchappe, de quelconque façon, le film, la performance de Willem Dafoe, qui fait la voix et la motion capture de Non, c'est pas Ryuk. la motion capture, c'est un monsieur qu'on connaît pas. Non, il fait la motion capture des mouvements. Willem Dafoe a fait la motion capture du visage. Oui. OK. Vérifie parce qu'il y a une séquence à la fin du générique où ce que tu vois des making-of du film. Et tu vois Willem Dafoe avec le mot-cap sur le visage, tout ça. Donc c'est Willem Dafoe qui anime le visage et la voix. Ils ont pris un acteur de 6 pieds 9 pour faire Ryuk. Puis pour ce qui est de l'apparence physique de Ryuk,
par rapport au matériel source, il est malade. Ouais, il ressemble beaucoup. Hein. Il ressemble beaucoup, il est vraiment creepy. Il donne l'impression d'un démon qui est tout seul à voir. Puis la façon qu'ils font apparaître de façon récurrente dans la série est vraiment cool. Visuellement, là-dessus, ils ont pas raté le shot. Mais... J'aurais plus vu une série télé tant qu'à ça. Ben Avec oui! ce même ton-là, c'est Ben exactement oui. ça. Mettez-moi ça, mettez-moi Parce 25 que prends épisodes le de ça. temps de bâtir, puis d'être dans la tête du protagoniste un peu, puis de le voir apprendre à se servir de Ouais, là, cette ça va responsabilité-là trop qu'il a dans les mains. Mais là, tout arrive trop vite. Tu sens qu'il se dépêche d'amener des choses vers la fin du film, puis tout déboule, tout arrive sans savoir pourquoi. Il y a du monde qui font des déductions, tu fais comme... Ils nous disent une phrase comme ça, on the fly, Ouais. puis c'est comme ça, faut qu'on comprenne qu'ils ont compris, puis c'est comme, exact. pourquoi ils sont dépêchés? Une création de grande envergure comme Death Note, comme n'importe quelle série, traduit en film, en un seul film, C'est tough. ça ne fonctionne pas. C'est Ouais. peut-être la raison pour laquelle, hors d'onde, vous m'avez dit qu'à la fin du film, il y a voyons, comment on dit ça? En tout cas, en anglais, un cliffhanger. C'est que ça- Pour en faire plusieurs. Le film finit avant qu'on ait une grosse révélation, au moment même d'une révélation potentielle, mais aussi au moment même d'une action potentiellement qui pourrait changer tout de bord. Et ça finit sans se faire expliquer ou sans se faire donner d'indices sur qu'est-ce qui va arriver. Ah! Espère qu'il y a un 2 parce qu'on te le dira pas. Écris des lettres à Warner Brother. C'est comme un épisode d'X-Files, comme je disais tantôt. C'est ça, c'est pour ça que ça serait mieux prêter une série télé. Ouais. Non, mais tu sais, c'est comme le film n'a pas de fin, le film arrête. Ouais. C'est ça, exact. Tu sais, t'es en train de l'écouter puis le film arrête. C'est fini. Ah ben. J'aime pas ça quand ils font ça. J'aime vraiment pas ça. Non, je Fait que non, je suis j'ai pas passé un mauvais moment à l'écouter, mais je réécouterai jamais ça. Ah non, jamais. Tu sais, quelques acteurs corrects là, il y a le gars qui fait son père, qui fait James Turner Ouais, c'est ça. Wiggum, là, comment il s'appelle? Shia. Shea Wiggum, ouais. qu'on a vu dans plein de films, toute la quête, Dans qui plein de fait séries télé une aussi, job là. décente. Puis Ouais. s'il y avait eu plus de temps dans une série, builder la relation entre le père et le fils, ça aurait pu être un angle très intéressant aussi. Comme je te dis, il y a plein de choses qu'on t'a amenées qui auraient été le fun à explorer, puis c'est juste passé en coup de vent. En 2 secondes. Peut-être que notre plus jeune fan, Philémon, peut-être qu'il aimerait ça. Oui, mais par contre, avertissons que la série est... C'est quand même violent. C'est pour adultes. Les morts sont extrêmement graphiques. Comme il y a eu Oui, 2-3 oui. morts, j'avais comme wow shit, tu sais, j'ai eu un vrai comme oui. wow, ok. Oh, on oui, c'est a vu assez... la tête se faire découper là. Ben là, ils ont pas de public cible, ils ont pas de cible. Ouais, c'est quoi? mais- C'est comme si le public était fait pour c'est comme le film est fait pour un public adolescent, mais il est raté R. Fait que les adolescents peuvent pas l'écouter. Donc c'est comme, what? Super. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis comme un petit peu mêlé avec ça. Là. Ouais. Donc, non, je donnerais un... Tu sais, sur IMDb, t'as 4.9 sur 10. C'est fair. C'est pas mal. C'est ça. fair, parce que c'est pas un 2 ou un 3, là. Trompez-vous pas, c'est pas un navet, là. C'est Non. pas un navet, la production est bonne. Beaucoup de décisions dans le film sont wise. Il y a des affaires que j'ai aimées, la prémisse, comme je vous dis, j'ai pas vu la série, puis je suis intrigué d'écouter la série maintenant, parce que je veux voir cette prémisse-là amener plus loin. Moi aussi. Ça m'a donné un petit peu le goût d'écouter la série. Et certaines façons dont certains personnages ont été présentés, il y avait quelque chose là. C'est juste que au total tout, c'est désappointant. Mais c'est pas mauvais, c'est juste comme voilà. Death Note. Ouais, ben c'est Netflix là. Prémisse extraordinaire par contre. Je suis content qu'il l'ait fait, mais c'est ça. Ils sont pas tout à fait où est-ce qu'ils pourraient être, je pense. Pour les films, il y a encore il y a encore du chemin à faire. Les séries aussi. Ils tirent partout, mais sauf où ce qu'il faut qu'ils tirent. Tout ne colle pas sur le mur quand il le tire dessus. Non. Oh, Mais il y a quelques affaires qui ont collé pareil, là. On s'entend, là. oui, Je veux dire, leur succès c'est bon, mais sauf qu'il y a pas quelque chose qui est passé aussi récemment dans les nouvelles que Netflix était en dette, une dette incroyable des trillions de dollars. Que c'est vraiment comme là, faut que Netflix change leur manière de faire le contenu parce Je sais qu'ils peuvent pas souvenir à soutenir une perte aussi grande d'argent sans rentrer autant que c'est parce que ils produisent tellement d'affaires. Ouais. en se Netflix, en date du 1er août, cumulait une dette de 20 milliards de dollars. Boom! Mais ils ramassent combien d'argent par mois? Ça C'est ça doit l'affaire. être Une un dette de nombre, 20 milliards, s'ils te rendent 500 millions de dollars par mois, Ouais. tu t'en... Ben, C'est pas que tu t'en sacs, mais c'est 40 mois puis t'es clair de ta dette. Pense à ça, là. 40 mois, là, c'est quoi? C'est
4 ans? C'est long, 4 ans, dans un développement télévisuel, tu sais, 4 ans pour payer une dette de 20 milliards. Oui, mais pense à... Non, mais la dette va augmenter aussi, parce que je veux dire, c'est pas comme si ta dette est fixe, là. C'est pas comme si... 20 milliards s'arrête là, tu sais. Et combien il y a d'abonnés à Netflix? Je sais pas combien il y a d'abonnés, hein. Vous devez vérifier. T'as-tu des chiffres un Parce peu, que c'est rendu à 10-12 piastres, ça dépendait de la place où c'était. Ouais. Le cap des 100 millions d'abonnés a été franchi au cours du premier semestre cette année. 100 millions de personnes donnent 10 $ par mois. C'est 1 milliard par mois. Ouais, Ils doivent 20 mais- milliards. L'hiver prochain, c'est ils vont ça. être clairs. Mais non, Non, c'est non, sûr que non, parce qu'avec leur politique, là, ils font pas mal de production de films et de séries. Je sais. Toutes les dépenses techniques J'essaie nécessaires de pour ça. t'expliquer que c'est- le revenu est extraordinairement élevé. Quelle entreprise a 1 milliard de profit, pas de profit, 1 milliard de revenus par mois? En deux... C'est aidé, là. En 2016, Netflix a eu un 186 millions de profits. C'est vraiment pas tant que ça. Parce qu'ils en dépensent beaucoup. Mais c'est parce qu'en plus, c'est que les profits descendent d'année en année. Ils ont Ok. passé de... Non, parce qu'il y a des fluctuations, mais sont vraiment... 2014, ils ont fait 266 millions de profits. Ça, c'est une bonne année, mais là, ça commence, tu sais, ça... Puis si la dette continue à augmenter, j'imagine que... On va voir Mais dans par 5 contre, je pense ans. pas que le nombre d'abonnés baisse, là. Non, je sais pas, non, c'est sûr que non, il doit même augmenter, je veux dire... Ben oui. En tout cas, quoi qu'on dise de Netflix, et Eric, Ouais. tu vas me comprendre, je vais faire un lien. Netflix, avec tout l'argent qu'il dépense et qu'il fait, joue avec le pouvoir. Oh! Oh! La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et c'est une chanson que je me demande pourquoi j'avais pas le choix de jouer avant. Comme peu de gens le savent, et que c'est pas important que le monde le sache de toute façon, je suis un fan de lutte aussi. Je suis un geek de plein de choses, mais la lutte en fait partie. Puis regarde, poursuivez-moi en justice, je sais que c'est arrangé, on s'en fout, c'est le fun. Okay? C'est vraiment le fun. Les beaux moments en lutte sont extraordinairement le fun. Pour le nombre de mauvais moments plates ou mal faits ou maladroits. Et les spectacles de danse aussi, c'est arrangé, Eric, puis c'est le fun. Ben oui, les Ben films oui. aussi, Ben les c'est séries ça. télé aussi. Non. C'est ça, cet argument-là, la lutte c'est fake. Puis, tout le divertissement est fake, mais c'est parce qu'on veut le voir quand c'est bien réussi. Tout ça pour dire que, oui, c'était SummerSlam la semaine dernière. Je voulais en parler la semaine dernière, ça n'a pas donné. Mais un des lutteurs qui est là depuis maintenant presque 2 ans, ça fait partie de la branche de la WWE qui s'appelle... je me rappelle plus du chiffre. En tout cas, c'est une branche de cruiserweight, c'est-à-dire qu'ils ont genre une partie de l'émission qui est dédiée à des lutteurs de petits gabarits Ok. qui vont faire des manœuvres plus aériennes, plus Spectaculaire, techniques, ben oui. tout ça. Et dans ces lutteurs-là de petits gabarits, il y en a un qui s'appelle TJ Perkins, qui a décidé d'arriver avec une approche complètement geek à côté. Pour vrai? Oui, complètement. OK. Et son thème d'entrée, Il y a sa mallette pis ses lunettes pis tout. pas tant. Oh, pocket protector. Non, mais c'est plus un geek moderne qu'un Ok. geek rétro. Mais son thème est carrément un hommage pas subtil à Mega Man 2. Nice. Pas subtil. Quand je dis pas subtil, là, c'est comme, je suis surpris, c'est borderline de se faire actionner par par Capcom pour Ouais, le thème ouais. de Ok. Wily Stage. Hey, je vais Mais écouter ça. c'est pas pire. Puis là, il s'est rendu un bad guy dans l'histoire, mais bref. C'est un bon performer, mais sa tune d'entrée est complètement à côté pour les geeks. Donc, on écoute Playing with Power, composé par CFOs, bien entendu, le compositeur de tous les thèmes des lutteurs depuis maintenant 5 ans. Il a pris le relève à Jim Johnston, là, qui composait les entrées de lutteurs depuis Hulk Hogan et compagnie. Donc, on est maintenant rendu à cette ère-là. Et on va écouter Playing with Power de TJ Perkins, mais de CFOs, thème de TJ Perkins. Et ça, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Playing with Power. Mais c'est donc bien hot! TJ Perkins. Et là, vous comprenez ce que je voulais dire par référence aussi subtil qu'une gorgée de punaise au thème sonore de Mega Man 2, principalement le thème de Dr. Wily Stage. Jamais j'aurais pensé. Un thème de lutteur, c'est supposé avoir du gros drum pis de la guitare, là. Être rock, pas être chiptune. Mais, ça marche. Le nouveau compositeur que je parlais, CFOs, dans le fond, celui qui a pris le relais pour le composer tous les thèmes de tous les lutteurs. Parce que, bien entendu, pour des raisons de droit d'auteur, pour la lutte, c'est plus simple de composer des entrées que de prendre des tunes existantes. Et le gars a une variété dans sa façon de composer la musique qui est assez extraordinaire. Je veux dire, le gars a composé tout d'abord des thèmes qui étaient beaucoup plus mettons hip-hop, rhythm and blues, soul, des affaires qui étaient plus pop. Ouais, ben oui. C'est orienté vers le rock puis le metal puis tout le kit. Puis là, c'est promené dans toutes sortes d'affaires. Là, présentement, parce que le roster, on va dire comme ça, là, dans le fond, la bande de lutteurs. La bande de lutteurs qui a présentement dans WWE depuis 2-3 ans, c'est beaucoup internationalisé. Parce qu'il y a eu une résurgence de tous les combattants, les lutteurs de différentes formations indépendantes qui sont devenus populaires à la WWE. Ils ont signé beaucoup de gros agents libres, plutôt que leur talent interne de toujours les mêmes gros gars, au-dessus de 6 pieds, quasiment 300 livres avec des bobettes noires, parce que c'était comme à la mode pendant toutes les années de... je vous dirais, après la Ruthless, après l'Attitude Era, donc à partir de 2000 jusqu'à 2010, c'était tout le temps le même copier-coller du lutteur typique, là, soufflé aux stéroïdes, tout ça. Puis toutes les controverses qu'il y a eu par la suite de la mort de Chris Benoit. Puis t'as eu Eddie Guerrero pas longtemps après, tout ça. Donc, c'était relié avec l'utilisation des painkillers puis la forte médicamentation des gars qui étaient maganés avec le temps. De toutes les blessures qu'il y avait, des commotions qu'il y avait, tout ça. Donc là, il a fallu qu'il lève le gaz là-dessus puis qu'il soit très très sévère avec les stéroïdes. Donc ça a fait en sorte qu'une nouvelle sorte de lutteur est devenue populaire. Et là, vu que c'est international, ça fait en sorte que la variété des thèmes sonores a beaucoup augmenté dans les dernières années. Donc c'est quelque chose qui me fait triper aussi. Là. Maintenant, on en parlera de façon plus intense, quoi que je viens de faire. Mais une autre chose que tu veux nous parler, quand même intense, un film de Godzilla que t'as écouté. Oui, j'ai écouté Shin Godzilla. Donc, le tout dernier né de la compagnie de films Toho, qui est la compagnie de films qui a créé Godzilla dans les années 50. Donc, on revient aux sources. Donc, c'est le premier Godzilla japonais depuis plus de 7 ou 8 ans. C'est-tu Final Wars, le dernier que les Japonais avaient fait? J'essaie de me rappeler. Bon, j'ai un blanc. Je pense que, j'ai un blanc, c'est ça, milieu 2000. Et donc là, il y a eu la version américaine récemment. Et là, les Japonais contre-attaquent avec une nouvelle version. Et là, c'est un complet reboot, entre guillemets. Donc, on repart la machine à zéro de Godzilla. Et là, on prend la prémisse du premier. Donc, c'est pas Godzilla qui se bat contre des extraterrestres. C'est lui la menace. Là. C'est lui la menace. Il arrive à Tokyo pendant l'ère moderne et se met à muter. Et, bon, la prémisse du film, c'est ça. C'est que une créature mutante bizarre arrive sur les berges de Tokyo, dans le port, il réalise ça, monte là, ils sont pas capables de l'empêcher d'avancer, et il se met à muter pendant qu'il avance, jusqu'à ce qu'il devienne Godzilla. Ok, il n'est pas Godzilla quand il arrive, là. Non, pas tout à fait. Nice. Pas tout à fait. Et les parallèles entre ce film-là et les incidents de Fukushima, qui sont arrivés récemment au Japon, là. Bien entendu, le tsunami suivi de l'alerte nucléaire qu'il y a eu là-bas, tout ça, sont non seulement évidents, mais sont carrément dans notre face. C'est l'incapacité au gouvernement de prendre des décisions rapidement qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup eu de morts inutiles. Il y a beaucoup de scènes, comme n'importe quel film de Godzilla japonais, le 80% du film se passe dans des salles fermées avec du monde qui jase. Du monde qui jase, qui court. Puis Et là, on se ramasse avec un des protagonistes qui est un des assistants politiques du maire de la ville. Et de la gestion de la crise quand ça arrive. Et là, t'as le message justement, comme de quoi que vous êtes en train de perdre votre tête, on va tout se faire tuer. Puis non, faut être sûr que ça passe pour la fête. Là, t'as des meetings inutiles. Puis sur le coup, tu te dis c'est plate, c'est un pacing mauvais. Mais quand tu comprends la satire, tu fais comme tabarnouche, je viens de cacher ce qu'ils font. Ben oui. Et là, tranquillement, pas vite, tu t'embarques dans le principe de. Mais là-dessus,
faut se placer dans le contexte géopolitique du Japon des 10 dernières années pour bien se mettre l'eau en bouche pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, je vous demande pas de lire 15 articles de Wikipédia, là. Simplement saisir comment que l'économie du Japon se situe depuis une vingtaine d'années, elle est pas au top. Et les incidents du tsunami, comment que ça a affecté la population. Oui, il y a des références à Hiroshima aussi, étant donné pour faire un parallèle avec... Ben, je veux dire, parce Godzilla sort de là. Exactement. Et dans la série, on dirait que les incidents de Fukushima ne sont pas arrivés. OK. Tu comprends? Donc, ils font référence à ça, mais comme si, au lieu de Fukushima, c'est ça qui arrivait. Et bon, ceux qui ont produit... Le réalisateur du film, et là, j'oublie son nom parce que j'ai pas fait mes recherches, je vais juste vous parler de ce que j'ai vu. Le réalisateur du film est le même... C'est le même... Evangelion. Que Neon Genesis Evangelion. Donc, c'est la compagnie Gainax qui a poussé pour avec beaucoup de ses fondateurs. Hideaki Anno. Exactement. Et bon, ceux qui ont aimé cette série-là, pour le meilleur et pour le pire surtout, parce que il y a plein de raisons d'aimer et de détester Neon Genesis Evangelion. Donc, c'est ça. La créature est grotesque. Bizarre sur le coup, mais elle fait plein de sens. Elle a de l'air d'un gars robot, elle a de l'air d'une vraie babite. Nice. Il y a une série animée qui s'en vient, un film animé qui s'en vient, produit par Netflix, de Godzilla. Yes. Godzilla Monster Planet. Oui, il y a des scènes... pour terminer rapidement, parce que j'entends le thème, j'ai eu des frissons pendant certaines scènes. Les scènes où l'horreur se déclare... Parce que, trompez-vous pas, Godzilla est un méchant de film d'horreur dans ce film-là. C'est malade. Il donne des frissons. Okay. J'ai aimé ça. Je recommande pour tous les fans de toute la série des Godzilla, pas seulement les films récents. Voilà. Bon. Merci Conan. Merci à toi, mon cher. Merci Mikey. Ben, de rien. Merci à toi. On remercie Dominique aussi Perron de nous avoir parlé un peu plus tôt dans l'émission. Ben oui. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on tire une autre paire de billets pour Zelda Symphony of the Goddess. Donc, suivez-nous. Merci d'avoir été là. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.